Merci à tous de nous rejoindre pour cette séance donc, de notre séminaire sur les médiums en design. Pierre et moi, on est là pour accueillir aujourd'hui Dorian Runkriller, qui donc a terminé sa thèse. Il est autorisé à soutenir et donc cette thèse dont il va nous parler justement, la force du signe faible, rôle des médias pour l'intégration du design au sein des organisations. Il va vous présenter donc ce travail. Donc c'est pas comme une soutenance de thèse parce que c'est un petit peu plus long. Parce qu'on s'est dit que là, du coup, ce serait super d'avoir aussi vos retours pour qu'on puisse aussi préparer cette soutenance de thèse. Donc c'est à la fois une préparation et à la fois une intervention de votre part. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des remarques, à revenir vers Dorian. En tout cas, merci beaucoup Dorian de te prêter à l'exercice. Merci à vous, c'est un bon entraînement avant d'avoir en conditions réelles, on va dire. Alors je vais commencer par partager mon écran. Donc déjà je voudrais remercier Annie et Pierre pour cette invitation à ce séminaire-là, puisque moi ça me permet d'avoir fait un retour là après ce dépôt de thèse, de faire un retour sur maintenant comment on évoque une thèse, comment on évoque un manuscrit de thèse en 40-45 minutes. Jamais un exercice simple. Mais là, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est donc un retour sur ces 4 ans de recherche et un retour bien sûr qui est ciblé, c'est-à-dire que je vais pas tout évoquer du manuscrit, mais c'est pour ça que le titre est un peu différent d'ailleurs. Qu'on a décidé de l'appeler de la médiation au design de la médiation, puisque j'ai voulu me focaliser sur une partie des résultats de cette thèse. Donc on verra de quelle manière, mais l'idée c'est de suivre un fil qui est celui du médium, puisque c'est vraiment celui-là qui moi m'a permis d'évoluer dans ma thèse et de voir comment le médium a un écho très fort avec la notion de médiation. Alors on va pas faire l'étymologie, mais médium, médiation, c'est très lié. Et de voir comment j'ai pu travailler cette relation pour penser à un mode d'intégration du design qui soit davantage situé. Donc là, je vais prendre, comme j'ai dit, 40-45 minutes pour présenter ça, et puis on pourra en discuter après. N'hésitez pas aussi à poser des questions peut-être dans le chat au fur et à mesure qu'on récolte les retours et les remarques. Mais évidemment, pour commencer cette présentation, il me faut vous présenter aussi le contexte dans lequel cette recherche a démarré. En tout cas, le contexte, on va dire, théorique dans lequel cette thèse a démarré, puisqu'on parle d'intégration du design dans les organisations. Une des premières questions qui a été évoquée, c'est dans quel contexte les organisations font-elles appel aujourd'hui au design? Et donc là, très rapidement, en réalité, ce dont on s'aperçoit, c'est que la plupart des organisations sont aujourd'hui, est adressée aux organisations aujourd'hui une forme d'injonction qui serait une injonction à l'innovation, où on aurait 2 grands mots-clés, l'innovation et la créativité, qui sont placés au rang d'absolu, avec d'un côté des arguments d'autonomie, de flexibilité, comme si il faudrait libérer son potentiel créatif, comment aujourd'hui les fonctions ressources humaines sont à la recherche de hauts talents potentiels, comment aujourd'hui ces arguments d'innovation remodèle même certains territoires avec l'apparition de clusters, voilà, et surtout comment, de quelle manière ce contexte d'injonction d'innovation se traduit. Et donc moi, un des angles qu'on a décidé de prendre, c'était celui de une traduction managériale de cette injonction à l'innovation qui s'est incarné dans le design, et notamment le projet en design. Ça, c'était encore une expression clé de différents discours managériaux. Comment adopter le projet en design dans une organisation qui n'a pas forcément l'habitude ou dont les conditions ne sont pas encore propices à une diffusion du design. Et donc, en fait, on voit que dans ces discours managériaux, il y a une affirmation du rôle transformateur du design par le recours intensif au projet innovant, et c'est ce que Calon appelle, dans un article assez récent, un régime, qu'il qualifie ça de régime, de problématisation intensive. Alors, qu'est-ce qu'il entend par problématisation intensive? Pour lui, c'est vraiment un contexte qui enjoint les organisations à se remettre constamment en question
et à remettre en question constamment leur modèle, leur système de classification, dans un but projectif. C'est-à-dire il faut forcément que les organisations anticipent des événements à venir par le biais du projet innovant. C'est un peu également ce que disait Boutinet dans sa critique du projet, dans son fameux livre. Et donc à un niveau plus opérationnel, cette traduction du régime, elle s'opère notamment par des prescriptions méthodologiques de conception, donc des prescriptions qui sont labellisées souvent design thinking et qui cherchent notamment à faire adopter à la fois dans le développement de produits et de services finis, mais aussi dans les processus de gestion, une logique de réplication qui serait celle du design. Apparemment. Donc là, je vous ai mis évidemment les deux plus connus, ceux qui sont à l'origine de ces processus systématiques. Donc d'un côté le processus de IDEO, de l'autre le double diamant de Stanford. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, alors bien sûr ça fait longtemps que ces processus existent, que cette façon de diffuser le design existe, mais qu'aujourd'hui on s'aperçoit qu'une partie de la littérature, parce que quand on tape sur par exemple Google Images Design, même Design Thinking, voilà ce sur quoi on tombe, une myriade de modèles et de processus linéaires, et une partie de la littérature considère que dans ces formes de diffusion des pratiques du design, il y aurait un biais. Et donc je vous ai mis une citation de Karl Green, Rauss et Elmquist, qui dit il y aurait une hypothèse fréquente mais non dite tacite qui serait que le design thinking en pratique serait toujours la même chose, et que cela est montré par les processus de description générique, d'idéation et de développement de concepts. Alors ce que dit en fait cette partie de la littérature, c'est que il y aurait dans les modes de diffusion du design thinking un aspect non situé, quasi hors sol, qui oublierait un certain nombre de choses dans la pratique du design, qui oublierait notamment la question des jugements tacites propres aux designers, qui ne peut forcément pas se retrouver dans des séries linéaires d'étapes prédéfinies, puisqu'elles ne peuvent pas l'anticiper, tout simplement, mais également la recherche de singularité. Alors, singularité entendue non pas comme la recherche d'une solution singulière, mais plutôt comme la recherche d'un problème singulier, ce qui, dans certaines, comme le dit Hatchwell, ce qui est le propre de la pratique du design, ce n'est pas de chercher frontalement une solution, c'est de chercher d'abord un problème singulier, à qualifier au mieux ce problème-là, pour que des alternatives en émergent. Et puis également, effectivement, ce dialogue permanent, qui est normalement permanent entre les designers et les infrastructures matérielles et symboliques qui sont, elles, spécifiques évidemment à chaque organisation et qui relèvent de cultures d'organisation qui sont elles-mêmes spécifiques. Et donc diffuser de façon réplicable et de façon systématique des processus comme ça, forcément, créer une sorte de dissociation entre les infrastructures existantes et ce sur quoi ces processus essayent de travailler. Et donc, pour aller encore dans ce sens-là, cette littérature, par exemple, Kimball exprime comment certaines études se basent en réalité sur des protocoles d'analyse qui eux-mêmes sont basés sur des exercices réalisés en laboratoire. Donc il y a vraiment de la recherche en laboratoire sur le design thinking et qui en réalité sont complètement hors sol et donc ne prennent pas en compte cet aspect culturel qui est nécessaire à la question de la diffusion finalement. Également, vous voyez que même quand des études se font en situation, donc dans des organisations, le potentiel transformateur qui est, on va dire, communiqué par le design thinking, en réalité se retrouve peu en situation, puisque la majeure partie du temps, dans des groupes de travail où des outils, des méthodes de design thinking se diffusent, on perçoit une relation qui continue à être asymétrique entre des acteurs qui préfèrent utiliser des outils de gestion classiques pour maintenir une relation hiérarchique, et donc quelque part biaiser aussi des outils design thinking qui, eux, a priori valorisent davantage une relation horizontale. Et puis enfin, une revue de littérature menée il y a peu de temps par Elsbach et Stigliani, qui montre un certain paradoxe, une façon assez logique de dire quand marche le design thinking, qui veut dire le design thinking fonctionne, il est opérant dans les organisations qui soutiennent déjà des valeurs portées par le design,
mais qui de fait est paradoxal au vu des enjeux portés par cette version managériale du design, qui est de dire diffusons le design dans des organisations dont les conditions ne sont pas encore propices. Et donc d'où ce fameux paradoxe. Et donc de cette partie de la littérature, on peut retenir 2 points. Dans un premier temps, le design aujourd'hui est diffusé sur le mode de l'intervention, mais une intervention non située qui oublie, ou en tout cas qui ne prend pas assez en compte les spécificités culturelles, mais il y en a d'autres évidemment, on va voir, des organisations. Et donc il faudrait peut-être penser en action ces modes de diffusion du design, c'est-à-dire penser les nécessaires détournements, les appropriations, les adaptations de cette pratique de conception qui peut être nouvelle pour une organisation. Et donc nécessairement, quand on parle de diffusion d'une pratique, on ne peut pas se séparer de ces 3 points, détournement, appropriation, adaptation. Alors ce que la littérature présente là, c'est aussi quelque chose que moi j'ai pu percevoir sur le terrain de recherche dans lequel j'ai réalisé ma thèse, et qui est, je vous le présente tout de suite, en fait c'est un terrain, donc c'est une organisation de l'industrie de la métallurgie, multinationale, qui compte plusieurs milliers d'employés, et qui au tournant des années 2000 a choisi de mettre en place un programme d'innovation mondiale à toutes les échelles de l'organisation, au travers d'une formation à l'innovation, comme il l'appelait, une formation qui reprenait les principaux principes du design thinking. Et donc moi particulièrement, j'ai été en fait rattaché à une cellule innovation dont le but était de proposer des pratiques de conception qui ne soient pas celles du programme innovation, et on va voir tout de suite, c'est ça, du programme mondial innovation, et on va voir pourquoi. Et cette cellule était rattachée elle-même à la R&D européenne. Et donc le terrain était lié à des pratiques de conception systématique, donc liées à des pratiques de conception d'ingénieurs. Et à côté de ça, vous aviez cette cellule innovation dont le but était de justement proposer d'autres façons de concevoir, puisque le constat avait été fait que le fameux programme mondial d'innovation, en réalité, avait peu de prise avec les réalités concrètes des pratiques des ingénieurs. C'est-à-dire que parfois vous aviez dans cette formation un décalage trop extrême, soit en termes de vocabulaire, soit en termes d'outils, soit en termes de méthodes, qui ne permettaient pas d'avoir une réelle prise, une accroche. Ça n'accrochait pas. Ou au contraire, vous aviez trop d'accroche, vous aviez trop de prise. Parfois, dans cette formation, vous aviez aussi une sorte de copie, on copie-collait exactement des outils d'ingénieurs ou des méthodes d'ingénierie, et on labellisait ça comme pratique de design. Et donc vous aviez comme ça un programme d'innovation qui était soit trop éloigné des réalités des ingénieurs, soit beaucoup trop proche pour qu'il y ait réellement une médiation. Et c'est là réellement où le mot médiation est intervenu, c'est-à-dire que on pourrait formuler autrement, dire que ce programme mondial d'innovation ne jouait pas le rôle d'élément tiers, c'est-à-dire n'était pas au milieu entre des pratiques de conception déjà sédimentées, donc celles des ingénieurs, et des pratiques de design que le programme cherchait à diffuser au travers du design thinking. Et donc par le biais de ce mot médiation, moi ça m'a permis de vraiment comprendre finalement quel est l'enjeu de diffuser le design et de quelle manière on peut aussi peut-être y parvenir. Et puis dans ce mot médiation, alors on va pas revenir dessus, mais le mot médiation est intéressant puisqu'il induit nécessairement une idée de transformation. Dans la médiation, vous avez un élément tiers qui vient transformer une situation initiale, situation qui est jugée problématique, mais il ne le fait pas de façon extérieure. Dans la médiation, l'élément tiers vient donner aux acteurs les moyens pour agir sur eux-mêmes et par eux-mêmes. Il y a une forme de prise de conscience qu'il faut effectivement qu'on a les moyens de changer et à partir des éléments justement de cette situation. Donc si on devait un peu évoquer les hypothèses de cette recherche qui ont été évidemment construites au fur et à mesure de mon évolution au sein de ce terrain, on pourrait déjà dans un premier temps le formuler comme ça. Comment penser une intégration du design plutôt qu'une intervention du design sur le mode de la médiation, c'est-à-dire au milieu entre des pratiques d'ingénieurs et des pratiques de designers, mais à partir des objets de la conception.
Alors, déjà, qu'est-ce qu'on entend par objet de la conception? Objet de la conception, évidemment, c'est tout ce qui se rapporte aux objets intermédiaires et objets frontières, c'est-à-dire à la fois les objets qui permettent à un projet de design de s'incarner, de se développer, de se matérialiser. Donc tout ce qui peut concerner les croquis, tout ce qui peut concerner les règlements, tout ce qui peut concerner les diagrammes, les maquettes, les prototypes, tout ça. Et les objets frontières qui peuvent aussi se rapporter aux mêmes choses, mais effectivement avec une donnée peut-être plus de coopération, où dans l'objet frontière, il y a cette idée que chacun puisse travailler d'une façon différente sur un objet, par exemple un tableur, mais dans un objectif commun. Et donc, comment à partir de ces objets-là, on peut possiblement penser une médiation, sachant que, en plus de cela, on était vraiment sur un terrain d'ingénierie. Donc on était sur de la conception systématique, et par rapport à notre objectif d'intégration du design, il y avait nécessairement un point commun qui était celui de la conception. Entre des designers et des ingénieurs, il y a quelque chose que l'on partage, c'est la conception. On ne le traite pas sans doute différemment, sans doute que le régime diagrammatique est différent, mais il y a quelque chose là d'ambivalent, à la fois proche mais éloigné. Et donc c'est à partir de ça que je suis parti sur ce terrain, mais peut-être je peux vous montrer de quel objet on parle véritablement. Alors évidemment, je vous parlais tout à l'heure de processus, la conception systématique n'y échappe pas, et ça a été un des premiers objets que moi j'ai pu observer sur le terrain et qui m'a accompagné tout au long. Alors, ce que vous voyez ici à gauche, c'est le processus de développement de produits de cette organisation. Évidemment, j'ai enlevé tous les termes par souci de confidentialité, mais l'idée, voilà, c'était dans ce document, c'est de synthétiser l'ensemble des étapes par lequel chaque corps de métier doit passer pour passer du stade de l'idée à celui de produits mis sur le marché, standardisés. Donc chaque ligne correspond à un corps de métier. La ligne jaune, c'est la ligne correspondant aux ingénieurs et à la R&D. Donc là, vous voyez que je vous ai mis une image dans chaque bureau de la R&D et agissait un peu comme un mémo, une sorte de complètement un objet intermédiaire dont l'objectif était de rappeler constamment le référentiel commun autour duquel les ingénieurs devaient travailler, puisque évidemment. Oh, vas-y. J'ai une question d'Étienne Armand, je pense qu'il peut être intéressant de compléter. Je suis désolé de te couper. Et Étienne, si tu veux peut-être parler. Oui, pardon. Non, mais c'est. Ah non, mais c'est bien d'avoir laissé le message, mais comme ta question est vraiment liée, je pense que c'est bien de l'avoir maintenant. Alors je la pose, donc j'attendais depuis tout à l'heure la définition du terme médiation, qui peut avoir plusieurs acceptions, et donc en l'ayant entendu, j'ai posé la question dans le chat. Alors cette médiation est plutôt synonyme de résolution de problème, de négociation, de facilitation par un tiers, et non pas de médiation au sens reformulation, intermédiation, mise en relation, ce qui déjà pourrait être discuté. Mais bon, c'est quand même pas du tout la même chose. C'est-à-dire, si je fais la médiation ou l'automédiation de mon discours, je vais peut-être faire un bouquin auto-édité ou réaliser une campagne d'affichage, alors que si je fais la médiation dans le contexte que j'ai entendu, ce sera plutôt de recourir à une tierce personne susceptible d'apporter une tiercité, un rapport extérieur. Je sais pas, c'est juste pour clarifier ce point. Ouais, alors je vais évidemment répondre entre les deux. En fait, il y a la présence d'un élément tiers dont l'objectif n'est pas d'apporter des moyens de solution extérieurs, mais d'apporter, de mettre en place les conditions pour que ce soit les acteurs eux-mêmes qui trouvent les moyens par lesquels résoudre ce problème. Donc, dans la médiation, il y a toujours une double fonction qui est celle de, à la fois déjà séparer, c'est-à-dire bien identifier les éléments de la situation initiale pour mieux comprendre et mieux cartographier finalement cette situation. Et puis l'autre fonction qui est celle de relier, donc la mise en relation. Et c'est dans la mise en relation que émergent, mais de la part des acteurs eux-mêmes, des pistes de résolution ou en tout cas d'alternatives à la situation initiale. D'accord, donc ça c'est quand même assez riche comme notion, cette manière de qualifier les choses de façon un peu plus précise, mais bon, au sens médiation, truc-luche, adjectif ou quelque chose, parce que c'est quand même tellement précis que ça me paraît un peu mériter une étiquette à part. Mm-hmm. Oui, mais on pourrait revenir effectivement à la fin de la présentation, puisque je reviens un peu sur cette idée de médiation, puisque c'est un terme qui est largement traité et oui, sur lequel on n'est pas, effectivement, on n'entend pas tous les mêmes choses, quoi. Merci.
Pardon pour l'interruption. Non, aucun souci. Oui, donc pour revenir alors à ces objets qui constituaient l'environnement de la conception systématique au sein de cette R&D. Donc le processus agissait comme un rappel permanent du référentiel commun entre les ingénieurs. Et moi, m'a permis vraiment de rentrer dans le reste des objets, c'est-à-dire que vous voyez ici une série d'étapes. Normalement, il y a des termes, mais vous voyez normalement ici une série d'étapes où à chaque étape, il y a d'autres objets de la conception. Et un de ces objets-là, donc au tout début de ce processus-là, on a toujours, dans cette organisation, des documents de brief et de briefing qui constituent le point de départ pour chaque projet de développement de produits et services. Donc il y en a deux. Le premier qui correspond à une proposition d'opportunité commerciale qui est rédigée à la fois par le chef de projet et le marketing et qui rend compte des enjeux commerciaux, financiers liés à l'idée proposée par le marketing. Et puis le deuxième qui est une traduction de cette proposition censée aider les ingénieurs à mieux saisir les termes de référence convenus dans ce projet et donner une sorte de feuille de route pour la suite du projet. On reviendra dessus, mais la question du brief a été essentielle pour moi aussi à comprendre dans la question de la médiation, puisque les briefs sont vraiment les premiers documents qui permettent à la conception de démarrer. Et donc là, il y avait peut-être aussi à un moment donné une opportunité de médiation. Mais on va voir comment et quand. Et puis évidemment, dans tout le reste de ce processus-là, vous aviez différents outils et différents objets qui étaient mis à disposition des ingénieurs. Déjà, vous avez le RCA qui est l'analyse des causes racines, qui est un outil de résolution assez classique en conception systématique et qui consiste simplement à cartographier les causes racines d'un problème et puis envisager aussi les solutions de façon plus efficace et plus frontale. Vous aviez également les standards de conception. Les ingénieurs travaillent avec énormément de standards de conception, d'autant plus que cette organisation avait mis au rang d'absolu l'argument de sécurité dans ses produits, et donc les standards de conception agissaient également comme des objets intermédiaires et étaient très 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 présents dans les pratiques de conception des ingénieurs. Et puis enfin, vous aviez un document qui est aussi un document que l'on retrouve en ingénierie de façon assez classique, qui sont les Design Justifications, et qui sont des documents qui ont pour objectif de documenter les itérations autour d'un sous-système. C'est-à-dire que les ingénieurs vont travailler autour d'un système, donc ils vont ils vont se mettre en équipe, et puis ce système va être divisé en sous-systèmes qui va devoir être ensuite articulé, et donc chaque ingénieur va prendre en charge un sous-système et donc va forcément itérer autour de ce sous-système. Et le Design Justifications est là pour retrouver la chronologie en fait, des différentes versions de ce sous-système. Et ça, c'était évidemment quelque chose que moi, je m'étais aussi intéressé beaucoup, la RCA, Standard, Design Justifications, puisque pour moi, il représentait vraiment quelque chose qui était... sur lequel je pouvais apporter un regard différent en tant que designer, puisque ce n'étaient pas des objets dont j'avais l'habitude d'utiliser, mais dont j'avais conscience que les ingénieurs utilisaient, et j'avais conscience aussi qu'il y avait un terrain potentiellement d'entente, ou un espace de dialogue, puisqu'on parlait de conception. Donc, élaborant un peu sur tout... Ah oui, pardon, j'ai oublié aussi évidemment les espaces de conception. Ça, vous avez les différents bureaux, couloirs, espaces de réunion de ce centre de R&D, puisque moi, je m'étais intéressé notamment à la façon dont spatialement la conception prenait corps. Notamment, est-ce qu'il y a des pratiques d'affichage? Est-ce qu'il y a des pratiques d'annotation? Est-ce qu'il y a du stockage? Est-ce qu'il y a de la composition, on va dire, diverses et variées, pour voir aussi comment s'incarnait concrètement. Et en fait, je me suis très vite aperçu que l'ensemble des espaces étaient soumis à des règles d'entretien et de rangement très strictes qui ne permettaient pas aux ingénieurs donc de disposer de leur travail de façon spatiale. Tout devait être rangé, rien ne devait dépasser, et les seuls éléments d'affichage disponibles étaient des affichages liés à des indicateurs de qualité, d'amélioration continue. Voilà.
Et encore une fois, ici, voilà, je voyais très bien la sorte de dissonance entre ce que moi je pouvais adopter comme pratique dans ma pratique de designer au quotidien, et ce que je voyais ici sur ce terrain-là. Et donc, il s'est pas, en fait, petit à petit que j'ai été sur ce terrain, donc ça a été un terrain de 3 ans et demi. Je me suis rendu compte qu'il s'agissait pas seulement de produire un regard trop détaché, trop critique, mais de voir comment tout ce que je vous ai montré là pouvait devenir la possibilité d'un terrain d'entente. Et donc ça m'a forcé aussi à moi me remettre dans une autre posture, c'est-à-dire me dire l'entreprise veut diffuser le design, a recruté un doctorant pour essayer de le faire. Oui, d'accord, mais et si on renversait la proposition en disant mais finalement tous les objets qui sont là ne peuvent-ils pas être le moyen de diffuser ces pratiques de design? Donc c'était aussi une manière de dire redescendons un petit peu et essayons de voir déjà ce qui existe sur le terrain et comment les ingénieurs on peut dialoguer en fait avec ces pratiques et ces objets. Donc si on devait repréciser un peu mieux l'hypothèse générale, on pourrait l'évoquer tel quel en disant comment penser les objets comme des médiums, et c'est là où est intervenu ce mot de médium, à partir desquels de nouvelles pratiques de conception peuvent se développer. Alors pourquoi ce mot médium? C'est évidemment les conversations que j'ai pu avoir avec Annie qui m'a fait penser que c'était forcément le plus adapté. Pourquoi? Alors à 2 raisons. Déjà, dans le travail d'Annie, il y a vraiment une réflexion sur le médium en design. Le médium, tu as produit quelques propriétés, proposé quelques propriétés du médium. Alors j'ai sélectionné celles qui me paraissaient les plus saillantes pour mon travail. Mais déjà, dans la pratique d'un médium en design, il y a cette idée de se défixer d'un monde dans lequel on se fixe généralement. Et donc à travers, par exemple, je vais prendre l'exemple d'un simple diagramme, ou même d'un simple croquis. Comment le travail du croquis, le travail du dessin, la question de la couleur, du trait de la couleur, tout ça me permet de me défixer petit à petit et de prendre de la distance vis-à-vis peut-être d'un système de classification dans lequel moi je me suis trop intégré et qui me permet justement de prendre de la distance avec. Et donc c'est nécessairement relié à les propriétés matérielles de ce médium, de ce dessin, c'est-à-dire plus je vais grossir le trait sur un croquis, plus ce trait va signifier quelque chose. Est-ce que c'est je sais pas des épaisseurs de mur? Est-ce que c'est plutôt des variations plus ou moins fortes en fonction sur je sais pas un rythme sonore ou les choses comme ça? C'est-à-dire que les propriétés matérielles du médium seront tellement à ce point malléables qu'elles vont en devenir poétiques. Et donc, il y a comme ça la création d'un espace poétique de conception. Je reprends vraiment les mots d'Annie, là, on a inventé. Et qui s'accompagne d'un travail de sémiotisation, c'est-à-dire comment, en fait, de la même manière que je vais travailler ma maquette avec différents matériaux, avec différentes épaisseurs, avec différents agencements, compositions, comment cela va à chaque fois redonner du sens et un sens différent et des directions différentes dans mon travail et dans mon projet. Et donc, ce qui me permet de me défixer. Et il y a un point très important dans le médium qui, moi aussi, m'a tout de suite paru essentiel, c'était cette question de comment le médium soutient aussi des légitimités institutionnelles, mais aussi des pouvoirs. C'est-à-dire que le médium qui va circuler va nécessairement donner lieu soit à parfois des rejets, soit parfois, au contraire, en fait, plutôt une fédération, enfin en tout cas le médium va permettre de fédérer et donc construire des légitimités qui sont plus ou moins nouvelles, plus ou moins anciennes, et qui vont construire un cadre d'action plus ou moins strict dans l'organisation. Et donc c'est par ces différentes propriétés que je me suis dit c'est intéressant de penser les objets comme ça, puisque ça me permet moi de me dire peut-être que les objets qu'on a vus là tout à l'heure sur les objets de la conception systématique peuvent devenir des objets où de la défixation est possible, où de la malléabilité devient possible, et donc un travail de sémiotisation. Mais forcément, je vais devoir me confronter à des questions de légitimité institutionnelle,
des questions de pouvoir, puisque ces objets sont tellement sédimentés et fonctionnent de façon quasi automatique à travers les différents projets, que ce n'est pas juste qu'une question de pratique. En tout cas, ce n'est pas juste une question de fonctionnement, d'opération, mais c'est aussi une question de cadre institutionnel dans lequel on propose ces choses-là. Et donc, une question que j'ai formulée petit à petit, c'est quelle autre propriété et posture peut-on associer aux objets de la conception du terrain pour favoriser cet espace, ce fameux espace de médiation. Et donc, quand je dis espace de médiation, c'est encore une fois comment penser un espace qui fait autant sens pour les ingénieurs, donc un espace de conception, qui fait autant sens pour les ingénieurs que pour un designer, par exemple. Alors, du coup, je vais tout de suite passer au résultat en fait de la thèse que je vais mélanger aussi avec le terrain, évidemment, mais c'était pour le rendre un peu plus intelligible. Donc concrètement, comment la question que vous voyez en orange, comment je l'ai structurée, comment je l'ai explorée. Donc je l'ai explorée en 3 temps que je vais vous présenter là tout de suite et qui représentent une démarche que je vais ensuite dans la partie suivante qualifier de une démarche par les signes faibles. Donc c'est à la fin qu'on va y revenir. Mais dans un premier temps, comme je disais, comment les objets de la conception systématique peuvent favoriser un espace de médiation au design. Donc dans un premier temps, on pourrait qualifier cela en disant comment faire parler le médium. Si on envisage l'objet, par exemple le processus de conception des ingénieurs comme un médium, comment le faire parler littéralement quoi. Et donc comment cet objet peut me faire penser à autre chose, à un autre faire. Et c'est là que j'ai introduit la notion de factitivité, qui est une notion qui a été introduite par Greimas en linguistique au début, et qui a ensuite voyagé et petit à petit s'est déporté, notamment grâce à Michela Denis, sur les objets. Alors, qu'est-ce que la factitivité ? Donc très très rapidement, c'est la capacité pour Michela Denis d'un objet à faire quelque chose. Comment l'objet me fait faire quelque chose. Et donc, elle distingue vraiment 2 fonctionnalités dans l'objet. La fonctionnalité communicative, qui représente un faire croire, c'est-à-dire que les propriétés en fait de l'objet me font croire à des programmes d'action précis, à des scénarios d'usage plus ou moins arrêtés, plus ou moins précis. Et puis, il y a ensuite la fonctionnalité opératoire, qui est, mais qu'est-ce que j'en fais en réalité de se faire croire, c'est-à-dire que dans la fonctionnalité opératoire, chacun va se saisir différemment. Prenons l'exemple devenu stéréotype du design, donc une chaise. Je vois une chaise avec des propriétés qui a priori me fait croire que ça me permet de m'asseoir, mais selon le contexte, selon mon projet, mes intentions, selon aussi comment moi je considère la chaise, je vais peut-être l'utiliser pour me mettre debout, ou pour justement accrocher quelque chose sur un mur, ou pour en faire une sculpture, ou pour voilà. Et la fonctionnalité opératoire et le faire du faire croire. Et donc dans faire parler le médium, l'idée c'était vraiment de percevoir d'autres séquences d'action possibles et de s'engager dedans afin de les explorer pour voir comment ça pouvait mener justement à cet fameux espace de médiation. Donc l'idée, encore une fois, c'était de voir comment, par exemple, le processus de conception, voilà, comment ce fameux processus de conception me faisait comprendre que il y avait d'autres façons de l'envisager, il y avait peut-être même d'autres façons de l'explorer, et qu'il fallait peut-être le retravailler pour mieux comprendre comment repartir de cet objet. Donc là, je vous ai remis le processus qui est lié aux ingénieurs, mais évidemment, c'est beaucoup plus complexe que ça. Hein. C'est-à-dire que pour chaque étape, il y avait encore d'autres sous-processus. Donc là encore, j'ai enlevé les termes. Mais vous aviez quelque chose de très tentaculaire comme ça. C'est simple, j'ai mis ça pour visuellement, voilà, vous compreniez aussi qu'est-ce qu'il y avait derrière ce processus. Il y a plein de sous-processus. Et j'ai remarqué, en faisant cette analyse avec une ingénieure qualité justement de ce centre de R&D, j'ai remarqué qu'il y avait des mots-clés dans ces sous-processus. Pas partout, mais il y avait des mots-clés qui étaient les mêmes
que les pratiques de design. C'est-à-dire, vous aviez parfois le mot prototypage, le mot expérimentation, le mot idéation, le mot génération, mais qui étaient dans les sous-processus interprétés d'une façon totalement autre. Alors que moi, je les interprétais avec mon passé de designer, avec ma lentille en fait de designer, où je me disais ah, là c'est drôle qu'ils aient utilisé ce mot-là, puisque je l'aurais pas du tout utilisé dans ce sens-là. Et il y avait comme ça une sorte de dissonance interprétative qui était en fait, qui a été le début de cette recherche-là. Alors concrètement, autour du PDP, du processus du développement de produit, qu'est-ce qu'on a fait? Alors déjà, on l'a retraduit graphiquement pour avoir une échelle, pour avoir un document, un support à échelle humaine. Vous aviez une frise comme ça de 2 mètres qui nous permettait de placer les sous-processus et de voir quels mots-clés, à quel moment du processus nous semblait résonner avec des pratiques de design. Et ensuite, on a fait une sorte de tableau de correspondance entre comment chaque étape du processus pouvait résonner avec des outils et des méthodes de design. Donc l'idée était vraiment de repartir de ces mots-clés qui étaient comme des indices d'une autre pratique possible de la conception, et de voir comment ces mots-clés, si on tirait et on filait la métaphore, pouvaient donner lieu à la mise en place d'outils et de méthodes au sein même du processus de conception. Donc en fait, là c'est qu'un exemple, mais sur le terrain, j'ai eu comme ça 5 ou 6 objets sur lesquels j'ai travaillé de cette façon-là. Donc là je vous ai mis que l'exemple du processus, mais c'était pour vraiment vous montrer à chaque fois comment en fait j'ai petit à petit formalisé ma démarche, c'est-à-dire comment on peut percevoir de façon encore partielle, un peu faible, qu'il y a une opportunité d'une pratique, de pratiquer, enfin en tout cas de repenser l'objet vers davantage une pratique de designer. Et puis en second temps, puisqu'il ne s'agit pas seulement d'identifier, mais il s'agit aussi de voir concrètement qu'est-ce qu'on cherche en fait à faire de nouveau, encore une fois, quelle est la factitivité à chaque fois dans les différents objets qu'on cherche à formaliser, à incarner à travers cette modification du médium. Et donc c'est la deuxième étape qui correspond à modifier le geste habituellement associé au médium. Et donc un autre concept qui moi m'a beaucoup aidé, qui est la question de la traductibilité. Alors qu'est-ce qu'on entend par la traductibilité? Donc encore une fois, là c'est un terme qui est utilisé dans l'information et la communication. Donc les questions de traductologie sont très importantes. Ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup exploré durant la thèse, mais sont très importantes pour les pratiques de design, puisqu'on pourrait assez facilement changer certains mots qu'on habitue habituellement aux pratiques du design par le mot traduction. Et en fait, penser les pratiques du design comme en fait une pratique de la traduction, passant d'un brief à une proposition de méthodologique, à un moodboard, à une maquette ou quoi, permet de comprendre qu'est-ce qui fait que dans chaque version d'un projet, il y a quelque chose de l'ordre de la générativité, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de l'expansion, de l'exploration. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par traductibilité? C'est vraiment la capacité en fait d'un médium à se rendre versionnable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, si je reprends mon exemple du croquis, évidemment, quand vous êtes dans un projet, vous allez produire peut-être plusieurs croquis, mais chacun de ces croquis-là peuvent donner lieu à encore d'autres versions de ce croquis, mais qui peuvent être complètement autres. C'est-à-dire que ce croquis va m'emmener à faire plutôt une collecte d'images, mais ça peut aussi m'emmener à faire finalement une maquette, ou en fait, ça peut m'emmener à faire une modélisation 3D. Et donc, plus le croquis va me faire justement des versions de ce croquis, plus la versionnabilité sera présente. Bien sûr, ça ne suffit pas pour qu'il y ait traductibilité. Il faut évidemment qu'il y ait ce qu'on appelle négociabilité, c'est-à-dire que on ne travaille jamais seul, surtout dans les organisations de cette taille. On est toujours dans une équipe et les supports, les versions voyagent, circulent d'acteur en acteur. Et plus la version va circuler, et plus les acteurs vont s'en saisir et négocier autour de ces versions-là la suite à donner au projet, plus, encore une fois, le médium sera traductible, c'est-à-dire va donner lieu à encore plus de versions. Et c'est vraiment la différence que je faisais
juste avant où vous voyez ici médium traduisible, c'est vraiment la différence que, par exemple, Walter Benjamin fait entre le traduisible et le traductible. Dans le traduisible, il y a la volonté de traduire toujours, mais la volonté de traduire de façon fidèle. C'est-à-dire comment passer du stade de l'idée au produit, mais de façon la plus fidèle possible, en respectant de façon la plus fidèle un cahier des charges, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose que moi, j'avais observé beaucoup, en réalité, sur le terrain. Et donc, avec cette question de la traductibilité, l'idée était de voir comment, par exemple, un brief qui, à la base, en fait, est très cadré, très strict, et nous impose quasi à être dans un exercice de traduction, mais qui est de l'ordre du traduisible, comment retravailler, en fait, ce brief, de sorte qu'il permette aux équipes d'ingénieurs d'être plutôt dans la traductibilité. Donc, plutôt avoir un médium traductible qui favorise des versionnages du brief. Et donc, évidemment, l'idée, je vais vous montrer un exemple avec le brief, mais l'idée, voilà, c'était de voir comment chaque objet dans lequel j'identifiais encore partiellement, faiblement, la possibilité d'une médiation, pouvait donner lieu à une générativité en modifiant la fonctionnalité opératoire initiale, c'est-à-dire en modifiant le faire en fait de l'objet. Alors encore une fois, je ne peux pas vous montrer tout, du coup j'ai essayé de schématiser au mieux pour vous expliquer. Donc on reprend un peu là, les deux documents que je vous ai présentés tout à l'heure. Donc vous avez d'un côté, encore une fois, la proposition d'opportunité commerciale et le document des termes convenus de référence. Et en fait, en m'intéressant à un projet en particulier dans lequel ces deux documents avaient été rédigés et en m'intéressant aux différentes versions de ces documents, je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose de très informel que les ingénieurs faisaient. C'est qu'avant même la rédaction du premier document, avant même la proposition d'opportunité commerciale, il y avait des ingénieurs qui créaient des visuels, mais du projet. Quelque chose de assez surprenant, en tout cas pour moi, parce que normalement les visuels sont créés après le brief. C'est justement le brief qui permet de créer des visuels qui sont un peu ensuite le point de départ d'une maquette, machin. Et effectivement, là, il y avait dès le début des visuels qui intégraient déjà les discussions en amont de la proposition d'opportunité commerciale. Et en fait, en discutant avec ces ingénieurs, ils m'ont expliqué que produire ces visuels-là permettait à la fois au marketing, aux chefs de projet et aux ingénieurs de se mettre tout de suite d'accord sur les besoins, notamment du marketing, du projet. C'est-à-dire, par exemple, le marketing va demander la création d'un écran ou alors la création d'un sous-produit dans un système. Sauf que le marketing parle en termes commerciaux et financiers, ce qui ne parle pas forcément tout le temps aux ingénieurs. Et donc les ingénieurs vont essayer de traduire ça dans la mise en visuel de ce brief tout de suite pour avoir une confirmation ou pas des attentes et des besoins du marketing. Et donc on avait comme ça des visuels très informels dont personne ne parlait, mais qui avaient un rôle dialogique qui était très fort, puisqu'il permettait justement aux équipes de se coordonner, mais dès le début, dès la rédaction du brief. Sauf que dans le brief d'après, donc là, comme vous voyez, un BOP et ATOR, on retrouvait ces mêmes visuels, mais avec une fonction différente. Vous avez cette fois-ci une fonction illustrative. C'est-à-dire que les visuels qui étaient présents dans ces documents-là étaient donc adressés à l'équipe de conception d'ingénieurs qui les prenaient comme la solution à atteindre. Et pas du tout comme un point de départ qui permet de rediscuter aussi des besoins peut-être du projet et des formes que ce projet peut prendre. Non, ces visuels étaient compris comme « Ok, nous devons atteindre ça. Quels sont les points techniques qui nous permettent d'y parvenir ?» Comme si le statut de l'image changeait dans le document de brief, de sorte qu'il verrouille complètement les possibilités d'exploration finalement. Et donc je me suis demandé comment en fait revaloriser ces visuels-là, mais tout au long du briefing, pour garder cette fonction dialogique qui permet justement de faire se discuter les acteurs entre eux, et donc potentiellement
de rendre versionnables justement ces visuels. Et donc j'avais fait une proposition, je l'ai pas mis là, mais j'avais fait une proposition en disant, par exemple, comment on peut repenser complètement le premier document, non pas dans un document texte, mais à travers comment en fait passer du document texte à par exemple un format atelier, dans lequel l'objectif serait de construire une analyse fonctionnelle, dans lequel en fait les besoins et les promesses liées au projet seraient explicités, mais qui seraient explicités sous forme de visuels qui seraient ensuite repris, mais tels quels, pour rediscuter encore une fois, mais cette fois-ci dans d'autres situations, avec d'autres points de vue, peut-être moins auprès du marketing, mais davantage auprès des équipes projet. Et comme ça, les visuels auraient entretenu un dialogue, une négociation permanente entre les différents acteurs. Sauf que je vous parlais tout à l'heure de la recherche d'une médiation à travers ces objets-là, et donc qui nécessite forcément de parler autant aux designers qu'aux ingénieurs. Et là, une donnée que moi, je n'avais pas prise en compte, c'est que l'analyse fonctionnelle n'était pas un outil. Alors moi, je pensais que c'était un outil qui était utilisé dans l'organisation par les ingénieurs, mais pas du tout. En réalité, c'était pas du tout quelque chose dont ils avaient l'habitude de travailler, et donc la proposition a été rejetée assez simplement, en disant on ne comprend pas, simplement. Et donc là, j'ai vraiment compris qu'il fallait vraiment vraiment jouer avec une sorte d'équilibre entre ce qui existe déjà au sein de l'organisation et ce qu'on souhaite ramener d'autres, d'extérieur. Donc là, c'est un exemple, de retour un peu sur l'expérience, autour de cette analyse fonctionnelle, mais qui ne m'a pas permis de réaliser une expérimentation, ceci dit. Et donc, j'étais un peu frustré puisque justement j'avais cette envie en réalité de produire de la médiation, de produire des situations où en fait on peut expérimenter d'une autre manière les objets existants. Et j'ai pu le faire au sein d'une expérimentation avec des ingénieurs mécaniques, ce qui m'a permis de formaliser un troisième temps dans ma démarche, qui est la question de l'appropriation du médium. Puisque en début de présentation, je vous expliquais que la diffusion du design se faisait de façon un peu non située hors sol et ne permettait pas forcément des appropriations, des détournements, des adaptations. Et donc, dans cette expérimentation, j'ai pu m'apercevoir comment, en réalité, il faut en réalité produire de l'appropriation. Alors, évidemment, Pierre en parlera mieux que moi de l'appropriation, mais on pourra en discuter avec plaisir. Mais voilà, l'idée de cette étape était de voir comment, quand on change un médium existant, quand on change par exemple le processus, par exemple le brief, ou par exemple les standards de conception, un point sur lequel j'ai travaillé mais que là j'ai pas évoqué, comment il faut nécessairement avoir un temps d'appropriation et comment laisser les acteurs, donc les ingénieurs en l'occurrence, se saisir du médium en adoptant une posture de tact. Ça, c'est ma troisième notion, la question du tact, pour éviter justement une expérience temporaire de design. C'est de cette manière-là que je qualifie justement certains ateliers en design thinking, qui sont des expériences de design, mais qui sont des expériences temporaires du design. Or, dans la médiation, il y a cette idée de transformation, et donc cette idée que ça accroche, et qu'il se passe quelque chose à la fin qui transforme la situation, et qui demande nécessairement de l'appropriation pour trouver ses propres moyens. Et donc, dans cette partie-là, l'idée était vraiment de voir comment favoriser des actes d'appropriation, encore une fois, pour favoriser une conversation et surtout une responsabilité partagée du médium. Parce que moi, j'étais doctorant dans une entreprise qui essaie de changer de regard sur les objets de la conception. Je n'allais pas moi-même dire « Ok, on fait les choses comme ça maintenant ». Évidemment, je n'avais aucune légitimité, je n'avais pas de quoi le faire. Et donc, il y avait nécessairement un retrait de ma part en disant « Voilà, je souhaite proposer ça, mais c'est aussi à vous de prendre la main sur ce que je veux proposer pour voir si vraiment ça fait sens pour vous. » Donc là, je vais vous présenter un exemple, mais je vais vous raconter un peu d'abord le contexte de cette collaboration que j'ai pu mener avec les ingénieurs mécaniques. Et cette collaboration, elle a commencé quand le département mécanique de la R&D a décidé, avait jugé que dans son travail, il manquait
d'activités d'innovation. Sans autre grande explication, l'idée était de pouvoir amener un peu plus de méthodes et d'outils d'innovation. Voilà, alors partant de cela, il fallait pouvoir répondre à cette question. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que je leur ai demandé de venir avec une liste de sujets sur lesquels ils aimeraient travailler et qu'ils considéraient comme un sujet d'innovation, pour voir de quoi il en retournait de leur part. Une liste de, je sais plus, on va dire 15 sujets différents. Alors vous aviez des sujets plus ou moins techniques, des sujets qui concernaient les matériaux, des sujets qui concernaient les fonctionnements, des process, etc. Et en fait, en regardant cette liste de sujets, je me suis aperçu qu'il y avait quelque chose de très intéressant qui était selon comment on formule le sujet, on n'a pas du tout la même perception du sujet. Et donc, j'ai commencé à faire une recherche autour de la question du thème, qui est encore une fois en linguistique, qui est un axe de recherche très fort, à savoir qu'est-ce qui peut guider un concepteur dans son projet. Eh bien, c'est un sujet de conception, c'est un thème à partir duquel le concepteur va commencer son travail. Et donc, la façon dont on formule le sujet de départ, le thème de départ, va influencer énormément le reste du projet de conception. Et donc ça aussi, ça a été un sujet assez intéressant pour moi, puisque je me suis aperçu qu'il y avait vraiment une opération de thématisation, comme on appelle ça dans la pratique du designer, c'est-à-dire que les éléments de départ, que ce soit des mots, que ce soit des images, vont être constamment recomposés pour produire des thèmes. Vraiment une opération de thématisation afin que justement ces thèmes soient les plus nombreux possibles pour ouvrir des voies d'exploration. Et donc, je voulais justement expérimenter ça avec les ingénieurs mécaniques à partir de leur liste, justement. Et donc, à partir de cette liste-là, on a essayé justement de voir comment, à partir d'un thème, on peut thématiser ce thème, donc produire plusieurs thèmes. Et donc, ça s'est fait en 3 temps. Vous voyez ici, j'ai repris différentes activités justement du programme mondial d'innovation auquel les ingénieurs étaient soumis aussi également, mais cette fois-ci en le détournant et en essayant de voir comment à chaque étape on gardait le même sujet, mais on essayait de produire d'autres thèmes autour. Alors je vais vous expliquer très rapidement ces 3 temps. Donc dans un premier temps, vous aviez un thème qui était proposé, et qui était celui de la liste, une des sujets de la liste. Et l'idée était de voir comment, en fait, chaque mot de ce sujet-là pouvait donner lieu à beaucoup plus que seulement ce mot, et pouvait donner lieu, justement, à des champs de recherche, des champs d'exploration possibles. Donc, dans un premier temps, l'idée était de jouer avec ces mots, de les travailler, non pas seulement comme des supports d'information, mais vraiment comme des matériaux de travail. Et donc, on a diagrammatisé cela, et ensuite, il s'agissait de ramener de la matière. Donc ça pouvait être des références iconographiques, documentaires, de recherche, etc. autour de chaque champ d'exploration. Et ensuite, on le présentait collectivement. Vous aviez une nappe en papier qui permettait de récolter les prises de notes, les prises de dessin, etc. Et cette activité se terminait par la rédaction de questions. C'est-à-dire que chaque champ de recherche pouvait donner lieu à des questions qui eux-mêmes pouvaient donner lieu à de nouveaux sujets, thèmes de recherche, de conception. Donc la première étape, c'était comment passer d'un thème à des questions. La deuxième étape, ébaucher, on repartait de ces questions-là, mais cette fois-ci, on essayait d'y répondre par l'ébauche de concepts. Et donc là, on a expérimenté ce qu'on appelle un design charrette, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, c'est c'est des groupes tournants, c'est-à-dire que vous avez 3 groupes et en 15 minutes, la personne doit chercher à répondre à la question. Et puis, au bout des 15 minutes, il y a une personne qui reste quand l'autre bouge. Et comme ça, la personne peut expliquer ce qu'elle a fait et l'autre, elle réagit soit en rejetant ce que la personne a fait et en proposant autre chose, soit en allant dans ce sens. Donc, tout ça pour justement donner lieu à encore plus d'ébauches de concepts. Et donc, vous aviez dans cette activité, on passait de la question à l'ébauche de concepts. Et enfin, puisqu'on était vraiment sur une activité, on va dire, une expérimentation avec les ingénieurs mécaniques, il fallait aussi qu'elle soit cadrée et qu'elle
qu'elle puisse donner lieu à quelque chose d'opérationnel, puisque moi j'étais aussi confronté à ça, c'est-à-dire que je voulais expérimenter ça avec les ingénieurs. Il me fallait aussi justifier auprès de l'organisation pourquoi je fais ça. Et évidemment, c'est toujours la question qui se pose quand on est en CIFRE. Et cette troisième étape était aussi importante puisqu'il s'agissait d'argumenter, de trouver les arguments autour de ces ébauches de concepts. Donc, entre l'étape 2 et l'étape 3, les ingénieurs pouvaient continuer à développer certaines ébauches. Et puis, l'étape 3, l'idée, c'était vraiment de trouver les arguments qui permettaient aux ingénieurs de prouver que leur concept avait la légitimité d'être développé. Et donc, de pouvoir gagner du temps et de la ressource autour de ces sujets, puisque eux étaient aussi pris dans des flux de travail qui étaient autres, quoi. Et donc, l'idée ici était de passer du stade de l'ébauche, du concept, à l'argument. Et donc, l'idée, c'était vraiment de dire, comment un thème peut devenir une question, une ébauche de concept, un concept et un argument. Et l'idée, c'était vraiment de pouvoir expérimenter cela, sauf que, évidemment, c'est moi qui proposais les formats, c'est moi qui proposais ces situations-là. Sauf que je me suis rendu compte, ne suis-je pas en train de faire la même chose que certains ateliers de design thinking, que justement, je cherche à dériver. Et donc, je me suis dit, et si, en fait, je laissais les ingénieurs faire? C'est-à-dire que là, j'ai fait une salle c'était 6 séances avec eux. Et si maintenant, pour les séances d'après, je me retirais et je leur disais, c'est à vous maintenant de prendre en charge vos séances. C'est à vous de vous dire quel est le bon format pour cette séance, quel est le bon médium finalement, et de quelle manière je peux gérer moi-même cela. Et en fait, c'est vraiment cette posture que je qualifie de posture de tact, dans le sens où, en fait, c'est aussi laisser la personne avoir le tact de laisser la personne se saisir et s'approprier ces séances-là, qui ont permis donc déjà aux ingénieurs d'être plus à l'aise dans les séances. Par exemple, on voit qu'ils ont rajouté d'autres éléments comme l'ordinateur ou l'écran pour avoir des lectures publiques, des supports de lecture publique, qu'ils ont utilisé d'autres supports à d'autres moments, choses que je n'avais pas forcément identifiées, pour d'autres raisons et pour d'autres enjeux, ce qui leur permettait de redéfinir aussi certaines étapes. Et puis vous aviez au milieu, là, en bas, vous aviez aussi à un moment donné un ingénieur qui a pris la liberté de proposer une maquette interactive à partir d'un logiciel de tableur graphique. Chose qui était une sorte d'usage pratique inventive du logiciel de tableur graphique, qui n'était pas du tout quelque chose de culturellement en fait présent en général dans les pratiques d'ingénieurs. Mais il s'est senti suffisamment à l'aise pour se dire, je vais faire ça, je vais m'approprier cette séance pour proposer cette maquette interactive. Et vous aviez donc là même une appropriation totale en fait même d'un outil qui n'était pas présent à la base, mais qui est présent dans le quotidien de l'ingénieur. Et donc comme ça, une sorte d'appropriation qui permettait aussi de comprendre comment finalement le tableur graphique peut très bien devenir un outil aussi de conception proche du design. Et donc l'idée, c'était vraiment de pouvoir comprendre comment il ne s'agit pas seulement de repartir des médiums présents, mais aussi de les laisser s'approprier, de laisser un temps d'appropriation pour qu'un dialogue s'établisse avec les objets existants. Et donc, c'est ce que j'ai appelé la démarche par les signes faibles, et dont l'objectif est un peu de penser la médiation à partir de signes faibles qui permettent d'extraire les objets de leur contexte initial d'interprétation. Alors, qu'est-ce que j'entends par signe faible? Je l'entends comme un signe perçu, comme une manifestation discrète, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, des indices partiels, un peu faibles encore, et subjectifs, puisque c'est moi qui les voyais, mais pas forcément les autres, puisque justement je les voyais à travers ma lentille de designer, mais d'un potentiel de transformation du médium, appelant à être structuré, donc appelant à justement appelant à retravailler le médium existant. En fait, dans le signe faible, c'est certaines informations qui poussent à interpréter différemment mais encore faiblement les objets, et
qui permettent de parvenir à des interprétations frontières. Alors ça, c'est un autre mot que j'ai voulu proposer dans mon manuscrit, de dire mais comment en fait on peut aller au-delà des interprétations qu'on associe habituellement aux objets de son organisation. Comment ces interprétations peuvent aller plutôt à la frontière avec d'autres pratiques de conception. Et c'est vraiment ça que j'ai essayé de formuler et d'incarner dans ma démarche de médiation. Donc, c'est vraiment de l'exploration encore à ce stade, évidemment, mais qui oblige à retravailler le médium pour justement incarner un espace frontière entre l'organisation et d'autres pratiques de conception. Alors, la question du signe faible vient évidemment de l'expression signal faible. Donc très rapidement, en fait, quelle est la différence entre un signal faible et un signal faible? Donc, signal faible, expression apparue dans les années 70, notamment grâce à Ansoff, donc dans les sciences de gestion, qui a permis de structurer le champ de la veille stratégique et qui a été qualifié comme une information faible, partielle et extérieure à une organisation, qui aurait un impact potentiel plus ou moins fort sur son fonctionnement. Sauf que dans l'idée de signe faible, on est moins sur la question de l'extérieur, au contraire. On est sur une manifestation qui vient de l'intérieur de l'organisation et qui est surtout non délibérée. Et qui surtout, non délibérée, c'est-à-dire qui renvoie à une intentionnalité communicative que seul moi je perçois. C'est-à-dire que ce n'est pas, il n'y a pas des questions d'objectivité dedans, mais il y a vraiment une question de subjectivité. Dans le signe, le sens est perçu par l'œil du regardeur. Et donc, dans le signe faible, il y a aussi comment ce signe-là me pousse à explorer, à retravailler le médium. Et donc, c'est vraiment ce que j'essaye de différencier avec le signal faible, c'est que le signe faible permet de produire un processus donc sémiosique, mais qui va renouveler et étendre le cadre d'interprétation initialement associé au médium de l'organisation, de la R&D. Donc si je rassemble les trois bouts là que je vous ai montré, donc on aurait cette démarche là où on partirait justement d'un objet médium traduisible, qui fonctionne encore faiblement comme un médium traductif, mais il faut encore pouvoir l'explorer, il faut encore pouvoir le retravailler. Et donc je propose 3 temps de traitement d'un signe faible: l'identification, l'augmentation et puis l'appropriation d'un signe faible. Et évidemment, l'idée c'est de vraiment pouvoir faire émerger un espace commun des pratiques, comme vous l'aurez compris, en dialogue avec les pratiques de design, mais sans forcément forcer à ce dialogue aussi. Et c'est un peu ce dont je voudrais vous parler dans mes contributions. C'est que cette démarche par les signes faibles, qu'est-ce qu'elle rejoint, qu'est-ce qu'elle permet de comprendre? En fait, elle permet de comprendre que la diffusion de nouvelles pratiques de conception nécessite forcément de contourner à la base une hégémonie. Une hégémonie qui est celle forcément des pratiques de conception sédimentées depuis des années et des années, mais qui pousse à intervenir sur les objets standardisés d'une organisation. Et donc l'hégémonie, elle vient aussi du fait que c'est standardisé, du fait qu'il y a des relations de pouvoir autour, qu'il y a la construction des identités aussi autour, au fil des ans, évidemment. Et donc c'est vraiment cette question de contourner une hégémonie et renouveler encore une fois les sémioses qui s'exercent habituellement à leur endroit. Tout ça pour dire qu'un objet peut signifier bien plus et beaucoup plus en contexte selon les intentionnalités qu'on lui confère. Et selon aussi bien sûr le regard qu'on lui apporte et les pratiques qu'on veut bien lui associer. Et donc, dans un troisième temps, on pourrait aussi évoquer le fait que cette démarche, elle cherche à favoriser un dialogue entre une pratique existante et une pratique qui n'est pas encore acceptée, en tout cas qui n'est pas encore existante dans l'organisation, mais qui oblige à une position frontière. Donc c'est là l'équilibre le plus difficile à trouver. C'est ce que je vous ai montré avec le brief, c'est qu'il faut pouvoir trouver une position qui fasse autant sens pour l'ingénieur que pour le designer, mais qui est garante d'une volonté de médiation et surtout d'une appropriation. Puisque si vous proposez un médium qui est trop éloigné, l'appropriation sera d'autant plus compliquée, puisqu'on ne saura pas de quoi on hérite finalement.
dans ce médium-là. Et donc, j'ai rappelé à plusieurs reprises la question du dialogue, de l'espace commun, pour aussi insister sur le fait qu'il ne s'agissait pas d'opposer les pratiques. Peut-être quelque chose, mon biais de départ, c'était celui-là, peut-être parce que aussi je réagissais avec ma posture de designer, mais que finalement, j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'opposer les pratiques, mais de comprendre comment elles peuvent se compléter dans cet espace de dialogue. Et donc là, je vous ai évoqué vraiment toute la partie médiation en design, mais on arrive à la fin à un design de la médiation, où il s'agit de dire que oui, les pratiques au sein des organisations, elles s'édifient avant tout à travers des formats concrets, dont les propriétés influencent les cultures de conception. J'ai pas évoqué cette expression-là, mais on pourra y revenir, de ce mot culture de conception. Et donc, la démarche de médiation, et donc d'intégration du design, pourrait être celle de travailler à reconnaître les zones perméables, donc là où il y a de la perméabilité, dans les formats, et donc comme la possibilité d'un dialogue avec d'autres pratiques. Voilà, donc pour terminer, l'idée c'est vraiment de dire que la médiation au design, telle que je peux la proposer dans le manuscrit, elle cherche vraiment à montrer que chaque organisation cultive déjà en fait les germes de sa propre transformation. Et l'idée c'est de travailler les conditions d'une médiation qui permettent de s'en apercevoir et qui sont nécessaires à l'intégration du design, et que justement la question du design thinking pose justement la question de ces fameux germes de transformation. Est-ce que sont-ils réellement pris en compte dans les expériences actuelles? Et je reviens sur la question de la médiation, c'est ce que je disais. Il ne s'agit pas, peut-être, pour nuancer ce que je disais, il ne s'agit pas d'enclencher une transformation de façon frontale et forcée, mais déjà de préparer et se préparer à une possible transformation pour soi et par soi. Et c'est tout l'enjeu de l'appropriation, de cette troisième étape qui termine la démarche, c'est de dire, il faut comment faire pour se préparer aux enjeux de la transformation, et le mieux c'est de s'approprier justement ces pratiques-là pour se rendre compte. Et là, ici, j'ai repris une citation de Paul Ras qui parle de la médiation comme d'un espace où le public se fixe l'exigence de participer à la culture, l'organisation, parfois comme ignorant, confronté à des sujets qu'il ne connaît pas, mais toujours en mesure de les discuter à partir de ce qu'il est lui-même. Cette fameuse position frontière où il s'agit autant de parler à l'ingénieur qu'au designer, et donc de favoriser un discours éclairant et éclairé. Et donc voilà. Et donc terminer aussi par dire, puisqu'on ne cherche pas à enclencher une transformation, mais plutôt un choix de la transformation, l'idée est de dire, intégrer du design, c'est d'abord demander en fait aux acteurs s'ils sont d'accord pour en fait se transformer ou non, ou transformer leur organisation ou non. Et cela passe nécessairement par faire l'expérience ou la médiation au design. Donc voilà, j'ai une ouverture, mais ok, j'ai. En filigrane, forcément, si on remonte au tout début de la présentation, il faut voir quelle est la différence, comment ça fait écho à cette question de l'injonction à l'innovation et au faux manque de médiation. C'est-à-dire que, en fait, la démarche qui est mise en place ici, elle pose vraiment la question de savoir s'il y a réellement un besoin de médiation ou pas, s'il y a réellement un besoin de transformation en réalité. Et donc, je voulais terminer cette présentation en disant, justement, quelles raisons poussent aujourd'hui les organisations à vouloir intégrer du design de façon systématique, et puis surtout, l'injonction à l'innovation appelle-t-elle forcément une intégration des pratiques de design. Voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Super, merci beaucoup. Merci. J'ai pas été trop long. Je sais pas si tu veux commencer, il y a plusieurs commentaires déjà. Peut-être on voit les commentaires, les personnes qui ont... Alors on va aller dans l'ordre des questions. Donc Étienne Armand, on en avait déjà discuté. Après c'est Ximena. En fait, je sais pas si je prononce votre nom proprement, correctement. En fait c'est Chimena. Chimena, excusez-moi. Alors c'est une question... Annie, ce n'est pas moi qui ai posé la question. Je ne suis pas là, je suis transparente. Je ne sais pas si vous voulez développer ou si je lis juste le commentaire que vous avez mis. Je peux développer un petit peu. Allez-y. En fait, c'était sur la question de la factitivité. Quand vous expliquez, j'ai eu comme
j'ai intercepté la notion avec la capacité de l'objet de faire quelque chose avec importance perceptible et la capacité, la capacité de faire, c'était comme, une c'était comme les signifiers, c'était dans Norman, et l'autre comme l'affordance perceptible, dont l'un c'était comme ce que l'objet pouvait vraiment, avait la capacité de montrer qu'il pouvait faire, puis l'autre c'était la partie communicative, donc je voulais savoir comme quelles étaient les différences entre ces notions de factitivité et les notions d'affordance perceptible et signifier telles que présentées genre dans ce courant de design de Don Norman. Oui, alors effectivement, il y a des forts liens entre factitivité et affordance, alors pas forcément celle de Gibson, mais plutôt celle de Norman. En fait, je pense que ce qu'évoque Denis face justement, Michaela Denis face à cette question de l'affordance, elle dit justement qu'avec la fonctionnalité opératoire, on fait intervenir le sujet dans l'interaction avec l'objet. C'est-à-dire que il y a évidemment avec l'affordance des programmes d'action qui nous amènent à faire, c'est-à-dire l'objet afforde telle ou telle action. Mais avec la factitivité, il y a une ouverture au possible qui est supplémentaire. En tout cas, c'est l'idée, c'est la volonté à travers cette notion de dire, oui, effectivement, l'objet peut-être a une fonctionnalité communicative qui m'informe de certains schèmes, de certains programmes d'action, mais la fonctionnalité opératoire m'amène aussi à me dire, c'est aussi à moi d'interagir avec l'objet, c'est aussi à moi de savoir ce que je veux en faire, et donc de produire un faire, une pratique de l'objet qui n'est pas forcément celle de la fonctionnalité opératoire du début. Ça intègre une forme excusez-moi, je peux, ça amène en fait une forme d'appropriation dans, parce que alors il y a la Fordance effectivement version Norman, version gibsonienne, qui finalement se rapproche plus, comme tu le décrivais juste à l'instant, de la version gibsonienne en fait, parce que c'est plus dans l'entre-deux, c'est plus de la relation qu'il y a du corps à l'objet et des possibilités d'agir avec l'objet par rapport à nos capacités motrices et à notre corps. Mais là, donc ce que tu rajoutes, c'est encore l'idée de dire, c'est aussi qu'est-ce que je veux en faire. Qui alors pour le coup est absolument pas gibsonienne, en tout cas pour le temps que je comprenne Gibson, est absolument pas gibsonienne. C'est ça, c'est oui, cette tout idée à fait. de volonté. C'est tout à fait ça. L'invitation à une certaine volonté. C'est ça. En fait, c'est comment en fait le faire s'accompagne d'un vouloir faire. Et en fait, c'est ce que je rajoute aussi en disant, il y a aussi un vouloir faire. En réalité, dans l'interaction qu'on produit avec les objets, il y a aussi cette question du sujet, de nos intentions, de notre projet face à ces objets-là. Et c'est effectivement, en fait, c'est ce que je l'interprète comme ça. Mais... Et ça, c'est une propriété. Mais la factitivité, il y en a combien des types? Il y en a factitivité. Ce sont des propriétés de l'objet. C'est une propriété de l'objet. C'est quelque chose qui est de l'objet. Donc c'est l'objet qui. Alors c'est d'abord qui propose un vouloir faire. C'est une réciprocité, c'est-à-dire que tu vas aussi réagir face à ce que l'objet te communique et face aussi à tes intentions. Donc le vouloir faire. Donc ça reste un entre-deux. Ouais, c'est toujours un entre-deux. Et c'est en fait ça, c'est-à-dire que au fur et à mesure que je regardais les objets de la conception de la R&D, je voyais bien que j'avais pas du tout les mêmes interprétations, et je voyais bien que naturellement, ça me poussait à envisager autrement ces objets-là, quoi. Parce qu'il y avait un vouloir faire qui était de dire, je suis là pour produire une médiation, je suis là pour produire une recherche, et donc aussi, je suis proactif là-dessus, quoi. On va faire comme à l'entraînement. Je suis désolé, c'est comment? Chimena, êtes-vous satisfait avec la réponse? C'est vrai que c'est comme dit en défense de thèse. Êtes-vous satisfait avec la réponse du candidat? Est-ce que vous pouvez en rajouter si vous voulez, il n'y a pas de souci. On peut dire que c'est lié comme à la possibilité de détournement que l'objet puisse avoir? Je pense que pour parler de détournement, il faudrait parler de référentiel, du coup. Je suis pas sûr dans la factitivité, il y a une idée de référentiel qui serait commun à tous. On dirait, du coup, je me détourne de ces référentiels. Je pense qu'à chaque fois, il y a vraiment une relation très intime qui est liée à la factitivité.
Et ce serait ça la différence entre parce que c'était une des questions en fait que j'aurais eu moi, c'est la différence entre les détournements et l'appropriation. C'est ce référentiel. Oui, c'est peut-être ça, effectivement. Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais. On va peut-être continuer. À Estrella, vous avez rajouté un commentaire, c'était sur le même sujet. Si vous êtes là. Oui, mais il permet en plus ce feuilletage, cette articulation entre faire croire et faire faire. Il me semble, suspense, il n'y a pas de suite au message. Est-ce que vous êtes là? Parti. Alors c'est marrant parce que Karine, parce qu'on a eu cette discussion, je crois, il n'y a pas très très longtemps. Karine vient du cinéma. Et donc, elle fait souvent des relations entre l'activité du design, l'activité de conception et le cinéma. Et c'est souvent super pertinent. Karine, si tu peux développer ton... Si tu nous... T'es là, mais... Oui, alors déjà quand j'ai vu les images, j'avais l'impression d'être dans une salle de préparation d'un tournage de film à gros budget et que c'est exactement les mêmes documents, la même situation dans les salles de travail. Et puis ensuite, il y avait aussi d'autres parties où c'était très similaire à l'élaboration en fait d'un tournage. Mais à partir d'un certain budget seulement, parce qu'il faut quand même qu'on soit assez nombreux et qu'il y ait des conditions qui doivent dire que tous les documents doivent être validés pour que tous les acteurs sur le tournage et en dehors du tournage aussi d'ailleurs puissent utiliser les mêmes documents de travail. Et là, il s'agit bien d'un design de conception, enfin peut-être pas de conception, je sais pas, mais il s'agit de créer une œuvre en commun. Voilà, donc mais j'ai pas d'autres remarques, sinon j'ai sur ce point précis. Bah, c'est vrai que de toute façon, la question de, en fait, c'est aussi comment ces objets-là favorisent une certaine collaboration, coopération, et selon les organisations, selon les systèmes d'acteurs, ces objets-là vont être plus ou moins prescriptifs, effectivement, et vont plus ou moins en fait amener les acteurs à travailler de façon plus ou moins stricte ou plus ou moins flexible. Et c'est vraiment c'est aussi l'enjeu de toute cette recherche, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres? Je vois que Jean-Louis Soubret est en train d'écrire quelque chose avec les petits points. Ça donne toujours l'impression que quelqu'un est très actif, très intensément agi. Est-ce que vous voulez peut-être parler? Oui, merci beaucoup de me donner la parole. D'abord, merci pour la qualité de la thèse. Moi, j'ai appris plein de choses, donc c'est super intéressant. Et je voulais avoir peut-être une petite précision par rapport à la question initiale qui était finalement comment favoriser, enfin si j'ai bien compris, je la traduis un petit peu comme ça, comment favoriser l'innovation ou les pratiques innovantes grâce au design dans une culture qui est très centrée sur l'ingénierie. Et il me semblait que dans la description au début de la conception systématique, en système, en sous-système, et en articulation entre ces sous-systèmes, qui est la norme, me semble-t-il, si j'ai bien compris, dans cette organisation, on pouvait aussi, moi j'avais compris aussi que l'organisation en elle-même était très hiérarchique de la même manière, ou dans laquelle il y a probablement une direction, je ne sais pas laquelle en fait, dans laquelle le chiffre s'est passé, et qu'on a derrière des sous-systèmes, je vais qualifier ça de sous-systèmes, qui sont plus opérationnels et qui eux font vraiment de l'innovation. Et je me demandais comment dans cette logique, le design qui est, selon les propos même de Annie, une indiscipline, pouvait se discipliner suffisamment pour faire office de sous-système. Je comprends bien la logique de tact pour que le design parle aux ingénieurs, mais je comprends pas bien comment une pratique qui est très indisciplinée ou très indisciplinable comme le design peut rentrer dans ce process en fait. Voilà. Je ne sais pas si ma question est claire, Dorian, j'espère. En tout cas, je vais y répondre. Donc, on verra. Non, en fait, effectivement, je pense qu'il y a vraiment cette question de la frontière qui est hyper importante, à savoir, il s'agit d'intégrer une organisation tout autant que l'organisation intègre quelque chose. Donc, il y a forcément une transformation, c'est-à-dire que il y a forcément un espace commun à trouver
une conversation à trouver entre des pratiques d'ingénieurs et des pratiques des designers, mais nécessairement intégrer du design oblige à repenser aussi certains aspects de de cette organisation. Et l'idée, c'est pas de tout revoir, c'est justement de dire il y a un terrain d'entente entre les ingénieurs et les designers qui est celui de la conception. Alors d'un côté, conception systématique, de l'autre, on peut l'appeler conception innovante. Mais il y a un terrain d'entente. Il faut trouver de quelle manière, justement, ce terrain d'entente peut s'incarner au mieux et donc forcément trouver les points de transformation entre les deux. Et donc la difficulté que moi, en fait, j'ai dû faire face, c'était d'arriver sur un terrain très verrouillé, en fait, finalement, avec des processus très stricts et avec des outils qui étaient employés au quotidien, mais en fait de façon téléologique. Et il y avait vraiment... moi, je devais faire attention à ne pas... il ne s'agissait pas de charger la barre dans le sens de proposer de façon trop radicale des opportunités de transformation. Mais au contraire, comme un peu de la dentelle, de voir à quel moment, en fait, ce point-là de transformation est autant pertinent pour les ingénieurs que les designers. Et en fait, la difficulté, c'était aussi moi de me détacher de ma propre posture de designer pour comprendre aussi qu'est-ce qui fait sens pour les ingénieurs aussi, finalement. Et en fait, je me suis aperçu, je me suis aperçu vraiment longtemps après, quoi, que en fait, ça m'a influencé et qu'aujourd'hui, ça m'arrive d'utiliser des outils d'ingénieur de la conception systématique dans mes projets. Et en fait, je pense que c'est aussi vraiment en se sentant impliqué comme cela qu'on peut vraiment ouvrir un espace de transformation, c'est-à-dire que, oui, j'accepte de me transformer aussi. En fait, j'accepte de me sentir impliqué et donc nécessairement de me sentir influencé et d'être influencé, quoi. Est-ce que ça a clarifié votre question? Merci. Oui. Alors moi j'ai une question qui suit peut-être un peu. Alors, il faudrait que je pose trop de questions parce que je vais avoir une autre opportunité de poser des questions plus tard, mais qui est quand même vraiment sur le propos et je pense que ça vaut le coup là. Si je me trompe pas, tu n'as pas fait d'études d'ingénieur mécanique. Est-ce que si tu en avais fait, à côté de tes études de design, par exemple les miennes, voilà, j'ai fait ingénieur mécanique avant de... Est-ce que tu penses que moi j'aurais pu faire ce travail-là, sachant que que j'avais un peu de cette culture d'ingénieur, qu'il m'en reste quand même, je crois. Annie confirmera. Et que donc cette relation frontière, en fait, ce rôle frontière, j'aurais été probablement beaucoup plus vite avalé. Je pense, en tout cas c'est visuel, par ce monde d'ingénieur parce que la frontière aurait été beaucoup plus fragile pour moi que pour toi. En fait, j'essayais vraiment d'avoir cette réflexion symétrique en se disant, il y a un monde, tu définis bien le monde, les contraintes de l'entreprise d'ingénieur. Enfin, c'est pas une entreprise d'ingénieur, mais là, tu étais dans un R&D d'ingénierie. Et toi, en tant que designer, mais quelles sont les contraintes, toi? Est-ce que c'est pas quel type de designer? Ou est-ce qu'il y a des contraintes qui font que ça a été rendu possible? Ou si tu avais été beaucoup plus dans une culture d'ingénierie toi-même, peut-être que le design aurait été tellement petit que la transformation aurait eu plus de mal si elle a eu le même possible. Donc, en premier lieu, je dirais effectivement, si avec ce profil d'ingénieur, il y aurait peut-être un biais auquel on serait arrivé assez vite, qui est de dire je retrouve des réflexes, je retrouve des automatismes qui m'ont construit en fait, qui ont construit mon profil. Et donc du coup, comment faire pour rester à la frontière? Et ça aurait été, je pense, effectivement encore plus compliqué, qui moi de toute façon était extérieur. Donc de toute façon, l'idée c'était aussi de m'approcher, alors que toi ça aurait été plutôt de résister à une force d'attraction que moi je n'avais pas, effectivement. Oui. Par contre, je dirais plutôt, et ça c'est vraiment la question de la recherche en design qui moi m'a permis de faire ça, c'est tout le en dehors du terrain, qui m'a permis vraiment de rester à la fois à la frontière, mais de pas être trop loin ni trop près. C'est toutes les conversations avec le laboratoire, c'est tout ce que j'ai pu faire aussi en dehors du terrain. C'est pour ça que c'est très lié en fait. J'ai du mal à imaginer ce que j'ai fait dans la thèse comme un projet de design qu'on pourrait faire en agence, parce qu'en fait typiquement
le cadre de la recherche m'a permis aussi ça, m'a permis une réflexivité permanente autour de ma posture, autour de, en fait, quelle place, quel rôle, typiquement, en fait, quand je suis arrivé au sein de l'entreprise, je savais que je pouvais pas dire je suis doctorant en design et je suis là pour intégrer le design. C'est sûr qu'il fallait pas que je dise ça. C'est sûr et certain. Et donc, l'idée, c'était de trouver une figure qui parle à tout le monde et qui permette aux gens de me parler. Et en fait, ça a été celle, et ça je l'ai écrit un peu dans la thèse, celle du nouvel employé, en fait, mais curieux. Toujours un nouvel employé qui pose beaucoup de questions, quoi. Et donc, en fait, je le présentais tel quel. Je disais, oui, je viens d'arriver, du coup, je pose des questions. Alors, des questions peut-être qui sont plus ou moins bizarres pour vous, ou alors qui remettent en question pas mal de choses, mais je suis un nouvel employé, donc je ne suis pas encore avalé. Donc, voilà, et donc, du coup, ça passait aussi un peu mieux. Mais ça, c'est vraiment le hors terrain qui m'a permis d'avoir ce recul aussi sur ça. Intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va... Non. Allez, tu voulais dire. Anne-Françoise voulait parler. Ah, pardon. Allez-y. Coucou Anne-Françoise, il faut que tu mettes ton micro. Est-ce que tu peux enlever le partager? Ah oui, t'as raison. Bonjour Dorian, je te félicite vraiment pour ton travail. J'aime beaucoup cette idée qu'il n'y a pas de domination. Tu cherches à travailler, tu assumes ta subjectivité pour détruire la domination. Mais le jeu n'est pas lourd. Hein? C'est tout à fait remarquable. Et d'une certaine façon, tu nous montres le design, comme quelque chose qui gère la porosité des frontières. J'aime aussi ton idée que les objets permettent de nous modifier et qu'ils agissent. Ça se trouve déjà dans la poésie. Ouais. Par exemple, chez Anton Artaud, hein, je pense que c'est important. Donc, d'une certaine façon, tu multiplies les dimensions. Et tu joues avec une forme de légèreté. Et je te félicite vraiment pour ça. Et j'aimerais te dire au fond que ta façon dans le premier temps de multiplier les thèmes, de poser une question, deuxièmement débaucher une réponse, et troisièmement de cadrer, a une relation avec la façon dont je me souviens une directrice de laboratoire qui s'occupait du cancer du sein me décrivait la recherche. Un cancer du sein veut dire beaucoup de maladies qui n'ont rien à voir les unes avec les autres. Donc, comment poser les questions? 2. Ébaucher les réponses. Ça suppose quelque chose comme la recherche d'un langage générique, mais qu'on n'arrive jamais tout à fait à élaborer. Et dans le cadre, évidemment, c'est le rapport entre le langage spécialisé des médecins, biologistes, statisticiens, etc., avec les patients. Tu vois? Et je suis frappé par cette analogie. Tu vois, et je pense qu'elle peut avoir quelque importance dans ton travail. Merci beaucoup Anne-Françoise, super chouette de te voir déjà. Ouais. Et oui, merci parce qu'effectivement, en fait, déjà sur la question de la domination, effectivement, c'est ça. En fait, c'est comment ne pas démontrer d'une supériorité qui serait en fait arbitraire finalement. C'est-à-dire qui est. Je crois que c'est fondamental. C'est effectivement ça. Et c'est un peu le biais qu'on peut peut-être associer à certaines organisations qui cherchent absolument à intégrer du design sous prétexte sous cet argument en fait injonctif, mais qui finalement, sans le vouloir peut-être, mais produit une forme de supériorité par un effet de concurrence, par lequel on doit nécessairement intégrer du design et donc nécessairement changer en fait, se changer, alors que il n'y a pas de, en faisant ça, on ne produit pas de dialogue, on ne produit pas
ben oui, peut-être je vais me changer, mais qu'est-ce qu'on peut changer de ta proposition pour Bien que... sûr. L'injonction n'est pas une bonne chose. Mhm. L'injonction à l'interdisciplinarité conduit souvent à des impasses. Mhm. Ouais. Ouais, tout à fait. Et puis sur la... Mais c'est très contraire à l'idée de carrière pour les individus, évidemment. Bah oui, complètement. Et effectivement, sur la question de comment le design permet de saisir les porosités aussi des différentes organisations, il y a aussi cette question de l'interface, c'est-à-dire que dans le manuscrit, je développe aussi beaucoup la question du design comme un acte de médiation et la médiation comme un acte de design. Et en fait, bon, là j'en ai pas parlé, mais effectivement, il y a vraiment cette relation entre design et médiation qui est à explorer, puisque je pense qu'il y a effectivement quelque chose de l'ordre déjà de la transformation, évidemment, hein, mais aussi de la transformation qui se fait par acte d'appropriation, quoi. Et donc nécessairement, il y a des porosités, il y a une acceptation on accepte d'être altéré, ou de l'altérité, je sais pas comment le dire autrement. Je te signale un philosophe qui a beaucoup parlé du propre et de l'appropriation, et qui lui aussi, au fond, laisse les choses se défaire par elles-mêmes. C'est Derrida. Son problème n'est pas d'avoir autorité sur un texte, mais de laisser se défaire un texte par ses propres moyens, dans la mesure où on tient compte aussi bien du signifiant que du signifié. Tu vois ? Et ça permet une forme de déconstruction non autoritaire. Ouais, complètement. Et là, c'est un truc que je traite aussi. C'est comme tu dis, en fait, par l'aspect poétique des choses, effectivement, on déconstruit assez bien sans forcer, quoi. Sans forcer, oui. Le thème de l'hospitalité est très important pour Derrida. C'est quelque chose comme ton commun. Effectivement, ouais. Merci beaucoup, Anne-Françoise, pour tes retours. Je t'en prie. Il y a Karine qui a levé la main. Alors, il y a Karine, il y a Estelle. Ah oui, c'est... Eh ben, je sais pas qui était la première. Karine. Ouais. Mais il faut que tu mettes ton micro. Pardon pour le délai. Donc je rebondis parce que c'est ça qui m'interpelle le plus, la médiation comme acte de design. Donc c'est un peu aussi lié à la recherche que je suis en train de faire. Donc du coup j'ai une question qui peut me servir et puis j'ai une remarque. Alors la remarque d'abord c'est le tact. Ça m'a fait penser à la forme qu'on a de médiation dans un barcamp qui est une formule de l'innovation ouverte. En fait, c'est exactement ce qu'on fait dans un barcamp. Quand tu as arrêté en fait d'être le médiateur pour laisser aux acteurs en fait une autogestion presque totale, là c'est vraiment ce que j'ai ressenti comme ce qu'on fait quand on est dans un barcamp. C'est très intéressant. Et puis maintenant la question, donc c'est si quand tu te retires de l'action, en fait, qui prend ce rôle? Qui fait cette médiation? Est-ce que toi, tu es médiateur? Oui, non. À quel moment tu es devenu médiateur? Oui, non. Et quand tu n'es pas là, qui est le médiateur? Merci. Alors effectivement, le tact, ça a été quelque chose que déjà c'est une notion que j'ai pas encore je pense qu'il mérite encore plus d'exploration parce que en plus ça rejoint la tactique, tact et tactique, il y a plein de choses à explorer d'hyper intéressant, surtout sur cette question de médiation et d'intégration du design. Donc il y a plein de choses à explorer. Et concernant la question, en fait, je pense que ce qui a été déterminant, c'est de produire déjà un premier temps de médiation, en tout cas d'animation des séances avec les ingénieurs mécaniques, mais suffisamment peu pour maintenir une forme une marge en fait, pour maintenir une marge avec la suite des séances. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je leur ai dit, aujourd'hui, c'est pas moi qui vais animer,
c'est vous. Donc vous désignez quelqu'un ou vous désignez personne, mais c'est vous qui animez. Et voilà, si vous avez des questions sur le fonctionnement parce que vous vous rappelez plus ou quoi, je serai là, mais a priori, je ne suis plus... Enfin voilà, ne me regardez plus comme celui qui est animé. Après, petit à petit, j'aurais dit, aujourd'hui, je m'intègre à vous. Aujourd'hui, je travaille avec vous, mais sans animer. Et je vais poser, et en fait, j'ai naturellement posé des questions. Jusqu'à un moment, ils m'ont dit, mais en fait, c'est bien de t'avoir parce que t'es un peu le Candide de la bande, quoi. T'es un peu la personne qui arrive là, mais qui au moins pose des questions et qui, même si elles sont un peu naïves ou candides, permet quand même d'avoir un retour sur soi plus efficace, quoi. Et puis là, après, je leur ai dit vers les dernières séances, je leur ai dit, là, je viens plus. Et donc, en fait, ils avaient suffisamment en tête les séances dernières pour se dire, ok, on est capable de faire seul ce qu'on a fait avec Dorian ou ce qu'on a fait plus ou moins avec Dorian. Et ça s'est fait assez progressivement. C'est un retrait progressif. Ça reste pas un retrait brutal, mais c'était un retrait progressif. Et surtout, je leur ai donné aucune indication, quoi. C'était vraiment, mais même c'était parfois j'utilisais des prétextes. Ah non, aujourd'hui je peux pas. Là j'ai une réunion, mais bon, je sais que vous êtes. Par contre, ce que je demandais à une personne qu'on se voit après pour savoir comment ça s'est passé, qu'est-ce que tu as pensé ou quoi. Et il y avait une forme de retour qui était aussi intéressante. Et comment ça s'était passé alors, du coup ? Justement, je trouve que ça s'était passé mieux qu'avec moi. Dans le sens où je sentais vraiment que les mots qu'ils utilisaient pour parler de ces séances-là étaient vraiment les leurs. Et donc, ils y trouvaient vraiment un intérêt à un tel point que, ils ont essayé de porter aussi ce projet-là, sans moi, après, face à une hiérarchie qui, en fait, n'a pas donné suite. Mais en tout cas, ils ont d'eux-mêmes porté ce projet-là. C'est-à-dire qu'ils voulaient continuer. Ils voulaient continuer parce qu'ils avaient saisi qu'il y avait un intérêt là-dedans et qu'il fallait continuer à l'explorer, qu'il fallait continuer à être dans cet espace un peu entre deux, qui n'est pas le leur habituellement, mais qui pourrait le devenir. Et donc il fallait continuer à poursuivre le dialogue. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait levé la main, mais plus maintenant. Il y avait Estrella qui parlait de... Ah oui, alors, pardon. Parce qu'Estrella, en fait, elle avait un bruit de fond, donc elle ne peut pas mettre le micro, alors elle a écrit... Ah oui, mais elle a écrit que c'était pas nécessaire. Ah oui. Alors, transformation, appropriation, apport de l'altérité, cela rejoint aussi les conceptions actuelles de la médiation culturelle. Partir des cultures de chacun ne pas hiérarchiser les cultures. Oui. Effectivement, là du coup on pourra pas en discuter tout de suite, mais effectivement la médiation culturelle, moi c'est quelque chose qui m'a énormément influencé parce que c'est aussi mon domaine. En fait, je viens de la médiation culturelle, je viens du commissariat à l'exposition et du domaine de la muséologie. Et donc en fait, c'est pas anodin si j'emploie le mot médiation. Et donc effectivement, l'idée de repartir des cultures, c'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment de dire quels sont les éléments initiaux à partir desquels un dialogue devient possible. En fait, dans la médiation culturelle, j'irais même plus loin. Parce qu'il y a aussi un biais, il y a un biais dans la médiation culturelle qui est de dire, dans certains moments, de dire, on est dans une forme de facilitation, l'explication, on va faciliter l'accès. Mais c'est pas ça en fait, c'est moins faciliter l'accès que de se sentir en fait concerné et être saisi par quelque chose, sans forcément que ce soit facile en fait. L'effort est aussi un moyen de parvenir à une saisie. Et donc, je parlerai plutôt, moi, c'est une littérature que j'ai commencé à lire de l'action culturelle, qui est encore autre chose, qui a des réalités professionnelles encore différentes. Mais l'action culturelle, pour moi, est vraiment quelque chose qui est plus intéressant que la médiation culturelle au sens des réalités professionnelles qui sont celles d'aujourd'hui, évidemment. Mais bon, ça, c'est encore une discussion. Oui. Oui. Qui d'autre ? Étienne, oui, tu sais quoi, j'allais te repasser la parole en te disant, maintenant qu'on parle de médiation, là, retour sur la boucle. Ok.
peut-être médiation scientifique et technique de mon côté. Mais en fait, moi, je voudrais rebondir sur autre chose, sur cette affaire de non-hiérarchisation. Ce que je mets dans le chat, c'est que moi, ce qui m'a frappé là dans ta démarche méthodologique, c'est le rapport de profane par rapport à des experts ou à des initiés, je préfère plutôt dire initiés à des pratiques. Et donc ce décollage, cette défixation, cet écart, cette prise de conscience réflexive que tes questions naïves posaient. Et donc moi je trouve que c'est tout à fait en phase avec les méthodes de microsociologie, en particulier de l'ethnométhodologie. Et du coup je voudrais savoir dans quelle mesure tu l'as théorisé en tant que tel. C'est-à-dire, moi j'ai bien entendu que ta méthode est assumée, comprise, etc. Mais en fait, les membres d'un collectif de travail naturalisent leur pratique. Toute, on va dire, intervention neuve, identité profane, donc bien les obliger à faire une bulle de parole, un phylactère comme dans les bandes dessinées pour dire alors, qui es-tu et toi comment. Et donc il y a un effet effectivement de médiation pour revenir à la question. Mais toutefois, c'est à interpréter plutôt dans des logiques d'affiliation ou d'appartenance ou d'extériorité identitaire, voilà, et pas tant en termes de médiation. De mon point de vue, dans la mesure où, d'un certain point de vue, dans la mesure où la médiation pourrait imposer une certaine maîtrise du sujet dont il s'agit. Or, la naïveté pure et la candeur, même si toi, dans ton cas, il y a une forme de duplicité, en fait, que tu as annoncé là. Mais la candeur n'est pas du côté d'une médiation maîtrisant les choses. C'est-à-dire que si j'envoie une médiation à la Charles Rochman entre les Tutsis et les Hutus pour une réparation post-guerre, j'ai intérêt quand même de bien comprendre les forces en présence et puis aussi à la fois de jouer la candeur, mais d'avoir une forme d'expertise. Donc voilà, par rapport à ces différents aspects que j'apporte, je voudrais avoir ta réaction un peu ouverte, c'est pas une question, c'est voilà. Ouais, merci beaucoup. Effectivement, en fait, sur cette idée de candeur, j'ai mis du temps à trouver déjà de l'écrit dessus, la littérature, pour essayer de comprendre en fait concrètement c'est quoi la candeur aussi dans ce cadre-là, qu'est-ce que ça veut dire en réalité. Et c'est pas si simple. Et bon bref, j'ai exploré pas mal de pistes autour de la candeur, mais en fait il y a effectivement ce que tu dis, il y a nécessairement une forme de maîtrise non maîtrisée dans le sens où on sait ce qu'on fait, mais en même temps on le montre pas et on le montre pas à soi-même aussi. C'est-à-dire moi l'idée c'était aussi que je voulais pas m'imposer à moi-même ce que j'allais faire. En même temps, il fallait que je sache. Il fallait que je sache que ce que je voulais faire. Mais il y avait une forme d'ambivalence en disant il y a un cadre effectivement que je maîtrise, mais que je n'ai pas envie de maîtriser du début à la fin. Et donc c'est plus comment ok, je propose quelque chose, mais ça a été beaucoup aussi de discussions avec les ingénieurs mécaniques en leur disant dès le début, je vous propose ça, mais c'est à voir comme une proposition de dialogue. C'est pas du tout à voir comme une proposition de solution. Voilà, c'est ça. C'est un cadre qui pose les conditions d'un dialogue. Après, à nous de le dégrader, de l'altérer, de sorte que voilà, chacun puisse aussi s'affirmer dedans et s'y engager. Il y a quelque chose sur lequel je voudrais revenir qui m'a fait réagir sur effectivement la question de parvenir en fait à cette idée de profane, d'objet profane qui vient comme ça et qui oblige à avoir un contact assez parfois violent, assez parfois brutal, ou alors complètement désintéressé avec un rejet. En fait, moi j'ai beaucoup travaillé sur la notion de matière textuelle, qui est une notion que sur Kriemendorf notamment, c'est pas du tout Kriemendorf, c'est Koskinen, voilà, Hippo Koskinen qui le travaille et qui parle en fait qui parle pas de communauté de pratique, mais qui parle de communauté de discours, en disant que en fait on pourrait très bien voir dans une organisation des communautés de discours qui ont elles-mêmes une matière textuelle qui permettent au discours de ces communautés de s'incarner quoi. Et plus cette communauté va produire du discours, plus cette matière textuelle va se densifier, elle va se naturaliser. Et donc la question de la maîtrise et du profane, c'est aussi comment comprendre la matière textuelle à l'œuvre dans les discours aujourd'hui de ces organisations et comment faire que finalement on cherche à maîtriser l'altération de cette matière textuelle sans forcément chercher à s'imposer, à imposer un nouveau cadre quoi. Donc voilà, je réagis juste comme ça, effectivement ça m'a fait penser à ça.
Voilà, de prime abord. Après, j'en ai pas parlé, mais je passe un long moment sur les objets intermédiaires, sur les objets frontières, sur les systèmes de classification, de stars et de Bowker, etc. Merci. En fait, moi, je me demande, dans la discussion là, qu'on a sur ces histoires de médiation, si en fait, il ne manque pas un terme. Parce qu'en fait, médiation, c'est à la fois l'objet finalisé, mais c'est mediating. Donc, en fait, c'est la dynamique, quoi. Et je pense que c'est pas tout à fait la même chose de définir le design comme une médiation ou comme mediating. À la fois, le design, c'est aussi à la fois un verbe et un... Oui, mais ça tombe bien, mais je pense qu'en fait... quand on se dit le design c'est pas une médiation au sens de voilà on sait les tenants, les aboutissants, on facilite, on traduit machin, mais qu'on est dans cette dynamique de mediating, on n'a pas tout à fait la même représentation du coup de l'activité de design. Et je pense que les notions de le tact qui renvoie vraiment sur une activité en même temps qu'une qualité, mais agir avec tact, c'est le fait de dire mais il y a pas on n'essaye pas d'avoir une vue surplombante ou une hégémonie. Cette question de la mediating qui accentue à mon sens plus la dynamique. Enfin, j'ai l'impression que le fait de dire mediation, parce que médiation en anglais ou même en français, tout de suite j'ai l'impression intervention médiatrice, oui, voilà, c'est ça. Voilà. Oui, c'est vrai qu'en français, on a peut-être moins cette on idée. On est tout de suite sur un truc, à mon sens, qui est figé, quoi. Donc, remédiatrice, ouais. Oui, parce qu'il y a quelque chose de l'extériorité, en fait, et de la réflexivité, donc une sorte de boucle méta qui emprunte... parce que à l'identité novice, je préfère même dire novice que profane, parce que profane le sacré, etc., mais novice par rapport à l'initié. Et c'est vrai que moi j'étais un peu aussi gêné sur un autre type de vocabulaire, mais ça c'est une question de discipline. Par exemple, la factitivité, là, donc pour moi, facticité aussi chez Hannah Arendt, mais bon, du côté historique, moi je trouve que la factualité ou l'artefactualité, ça a quand même des mérites d'être assez audible par des non-experts. Parce que ce que je crains un petit peu pour finir, c'est une question sur la remédiation de ton propre travail de thèse. Donc, j'y vais. À savoir que c'est bien sympathique et fort intéressant pour nous, académiques, universitaires, qui avons les moyens d'essayer de comprendre des notions fortement travaillées par ton terrain et ta méthode. Mais en gros, quelles actions vas-tu mener pour essayer de restituer, et quelle partie de ton travail souhaites-tu particulièrement restituer à ta communauté sectorielle ou professionnelle d'attachement ou future pour tes sites. Voilà. Merci. Effectivement, et j'y ai pensé. Et merci de poser la question. Effectivement, en fait, il y a nécessairement cette question, mais qu'elle se pose à tout doctorant en réalité, mais c'est particulièrement ici évidemment, à savoir qu'est-ce que, en fait, si on parle de médiation, comment faire la médiation de mon travail, ce sera nécessairement en action, puisqu'on parle justement de dynamique. Je pense qu'il y a déjà toute une partie que je fais déjà dans mes cours, par exemple, mais parce que j'enseigne à des futurs designers. Et donc, en fait, c'est aussi pour moi, l'enseignement, c'est aussi pour moi une façon de mettre en action mon travail, et donc de faire passer par là aussi une forme de médiation à des designers, puisque c'est en plus sur ça que, c'est sur ces, c'est le public a priori le plus intéressé directement. Et je pense qu'il y a, pour moi, le plus intéressant, je pense, à montrer dans ce travail-là, c'est évidemment, c'est la question des signes faibles. Elle est intéressante. Peut-être qu'elle ne parle pas à à tous les champs, peut-être, ou à toutes les disciplines ou quoi. Mais peut-être toutes les questions sous-jacentes qui se posent sur les questions nécessairement de système de classification, sur la position frontière à adopter en tant que designer, sur la notion de traduction, sur la notion de thématisation, sur la notion de tact également aussi, tout ce qui relève d'une certaine posture en réalité en design qui est celle de la médiation. Et peut-être c'est un truc que je vais essayer de creuser à la fois dans mes cours, voir les cours comme un moment où je présente mon travail, mais en action. Mais aussi, j'avais pensé faire une série de podcasts aussi à travers l'association Design en Recherche dont je fais partie et qui accueille ce genre de format assez facilement. Et évidemment, l'idée c'est de faire un condensé de la thèse. Bon, on verra. Mais voilà, en gros, comment condenser cette thèse en 50 pages, quoi.
pour voir après comment ça se diffuse. Je pense que tout le monde veut faire ça, et en fait, il ne le fait jamais. En fait, j'aimerais juste revenir, peut-être j'aimerais juste revenir sur cette idée de profane, parce qu'en fait, moi, je l'avais absolument pas vu comme ça. Avant de faire notre minute japonisante, je me permets. Dans le bouddhisme, en fait, mais dans le Japon, c'est une notion très forte. Il y a la notion de l'éternel débutant, qui est en fait cette notion que le maître, une fois devenu grand maître, pour exagérer un peu les traits, va prendre une posture, mais c'est une histoire de posture, de débutant. Et alors, pour le coup, une histoire vécue, c'est que moi, quand j'étais au Japon, j'ai fait de l'aïkido, et un jour, il y a ce vieux bonhomme qui est venu et qui essayait de comprendre vraiment les bases des mouvements. Et il faisait pas vraiment de questions, mais il essayait, il était vraiment dans une posture où les katas de base, il essayait de les comprendre, et vraiment il se questionnait, et je me demandais quelle personne c'était, pourquoi. Et en fait, il se trouve que c'était le maître du maître, donc c'était un gars qui était à 8e dan et qu'il n'avait pas du tout à se prouver quoi que ce soit, ni à découvrir les katas de base, mais voilà, il était dans cette positionnement où il disait ça y est, en fait, on est toujours à apprendre, mais on peut retrouver ça dans les métiers d'art, où on va revisiter la façon dont les gestes de base sont faits, parce que on atteint une certaine forme d'expertise ou d'expérience peut-être, mais qui va nous permettre de revisiter, de redécouvrir, de se re-questionner sur les fondamentaux, sur les choses de base. Et ça amène quelque chose de complètement différent, parce que forcément c'est une posture, mais avec une perspective, avec une acuité expérientielle complètement différente. Et moi, je l'avais un peu perçu comme ça. Je me disais aussi, est-ce que d'arriver avec ces questions, ces discussions qui en fait semblent naïves, en fait, elles sont pas du tout naïves. Elles forcent, elles forcent pas, mais elles engagent un certain dialogue. Et elles peuvent être perçues comme naïves parce que d'une perspective d'ingénierie mécanique, c'est pas des questions, c'est des questions a priori, donc on a arrêté de se poser. Mais en fait, comme tu disais étonnamment, c'est la bulle, quoi. On relance ce dialogue, on relance ces bases pour vraiment pour trouver des germes peut-être, pour trouver des choses là qui ont eu. Enfin, je l'avais vu vraiment comme une autre, pas du tout la notion de profane, mais vraiment la notion de l'expert l'initié à quelque chose, mais qui revient avec des questions de l'éternel débutant, de celui qui redevient débutant pour finalement reposer des questions qui seront sûrement pas formulées ou positionnées de la même façon qu'un réel débutant. Ouais. Oui. Alors, moi, je ne faisais que coller au propos d'investigation de la personne qui dit « je viens d'arriver, je vais vous poser des questions et vous embêter ». Donc, si tu préfères l'explicitation des éléments naturalisés dans un groupe, elle se fait soit de plein de manières différentes. Et effectivement, le grand maître peut le faire à sa façon, mais lui-même, il doit pouvoir retrouver une ingénuité. Il est tellement expert qu'il a la capacité de générer une ingénuité que le niveau intermédiaire, c'est incapable, parce qu'il sera attaché par ego ou par simple degré insuffisant d'assimilation à son savoir. Ben voilà. Ou est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires N'hésitez pas sur les félicitations, etc. Les amis, il est 19h10. Ouais. Alors c'est vrai qu'on a juste galéré comme des fous pendant 2 heures pour essayer de remettre en place cette ingénierie. Voilà. Merci beaucoup, c'était très utile pour moi, donc j'apprécie spécialement. Et puis bravo pour la thèse, et puis plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup, oui, à bientôt. Au revoir tout le monde, à bientôt, merci à tous pour votre présence et les questions.